Bonjour mes amis, depuis quelques jours j'ai boycotté les news, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le monde, et je peux vous assurer que je me porte extrêmement bien par rapport à cela. J'ai juste appris par hasard que Barcelone avait perdu face à Roma 0-3, qui est quand même énorme, hein. C'est assez important pour être cité. Mais honnêtement, j'ai décidé de focaliser sur mes minimums. Alors je vous explique. C'est rationnel, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être stressés par ce qui est en train de se passer dans le monde. J'aimerais vous partager avec vous un principe qu'il y a dans l'aviation. C'est un principe qui vient de l'aviation, c'est un principe qui peut sauver des vies en fait. C'est-à-dire que ce principe est valable que tu sois en train de piloter un avion d'aéroclub ou un Airbus A380, c'est exactement la même histoire. Si tu es dépassé par les événements, s'il y a trop d'alarmes, trop d'alertes, et tu ne sais plus où donner de la tête à un moment donné, focalise-toi sur tes minimums. Le minimum, c'est quoi? Et ça, c'est la même chose dans un petit coucou d'aéroclub comme dans un 747. C'est tu regardes droit devant toi, tu as l'horizon artificiel, hein, cette boule ou ce rectangle avec une partie qui symbolise le sol, une autre partie qui symbolise le ciel, et avec un petit avion dessus, et ça te permet de garder ton attitude. Hein. Ça te permet de faire en sorte que tu n'ailles pas sur le dos, sur la tranche, où tu te retrouves dans des situations bizarres. À gauche de cet instrument, tu as la vitesse. Et même dans une navette spatiale, c'est pareil. Horizon, à gauche, vitesse. À droite, tu as l'altitude. C'est tout. Ça, c'est le minimum. Tout le reste, tu peux ignorer pour un certain temps. Mais si tu es perdu, tu es dépassé, concentre-toi sur le minimum. Et tant que tu as sur le minimum, tout ira bien. Alors, le minimum, je pense, pour un humain, c'est s'occuper de son travail, s'occuper de sa famille, d'accord, s'occuper de sa santé. Et puis tout le reste, ma foi, vous savez, les Américains et les Russes, nous étions même pas nés, nous, ils étaient déjà en train de se provoquer et tout ça. Ils sont arrivés presque peu de temps après l'élection de Kennedy. Ils sont presque arrivés au nucléaire avec la crise des missiles de Cuba et tout ça. Donc, si vous voulez, je fais une vidéo intemporelle aujourd'hui sur les Illuminati. Ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais je cherche à vous dire que déconnectez-vous. Arrêtez de regarder les news. Les journalistes ont ce petit côté un peu vicieux, ce petit côté un peu sadique, hein, de sorte que ils voient qu'il y a des tensions internationales, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tirer des gros titres de fin du monde, d'accord, en vous donnant l'impression que demain c'est la fin du monde. Et ça permet de vendre. Pourquoi? Parce que quand on vous fait peur, on va susciter plus vos glandes que susciter votre intelligence. Et donc, ça vous fera paniquer et tout ça. Et ça, c'est pas bien du tout. Donc, vous voyez, je me suis déconnecté complètement. Puis, ma foi, si on en arrive aux champignons, je le verrai d'ici. Donc, voilà. Pour le moment, le ciel est bleu, il fait beau, les oiseaux volent. Honnêtement, voilà. D'accord? Alors, on va parler des Illuminati. Alors, il faut revenir à la fin des années 1700, à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque-là, les choses, le monde traversait une période difficile, une période de changement, une période d'évolution. Et on sentait le soufre. Dans l'air, il y avait l'odeur du soufre que sentaient, quand ils regardaient par leurs fenêtres, énormément de dirigeants européens. C'est-à-dire que l'Europe avait été dirigée pendant des siècles par des maisons, par des familles royales. Et à ce moment-là de l'histoire, quand ils regardaient par leurs fenêtres, certains de ces souverains savaient qu'une page de l'histoire était en train de tourner. Et ils savaient, que ce soit certainement ou confusément, qu'ils ne feraient pas partie de la prochaine page. Donc, l'Europe, et pas seulement l'Europe, l'Amérique aussi, était en train de récolter, on va dire, les bénéfices de la révolution industrielle. La qualité de vie des gens s'était améliorée. Alors, par rapport à aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas du tout comparable. Mais si vous comparez par rapport au siècle précédent, c'est vrai que la qualité de vie des gens avait connu une amélioration soudaine. Vous savez, quand les gens sont arrivés donc à un certain confort, ils ont commencé à réfléchir plus loin. Ils ont commencé à se dire, et si nous changions de système politique? Si nous nous libérions? Si. Alors bien sûr, ce n'est pas toute la population qui a pensé à cela. Une partie seulement. Des groupes, des gens ont pensé à cela. Parmi eux, il faut aller en Bavière. C'est un électorat indépendant à l'époque.
à cheval sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche. L'électorat indépendant de Bavière, Ingolstadt, université de droit canonique. Dans cette université, il y avait un certain Adam Weishaupt. Adam Weishaupt était une sorte d'érudit, parce qu'à 27 ans seulement, il était déjà doyen de la faculté de droit. Et il enseignait à 24 ans et à 27 ans, il était le doyen de la faculté. Monsieur Weishaupt, en 1776, le 1er mai, décide de créer l'ordre des Illuminati. Alors c'est un ordre, si vous voulez, c'est une société secrète qu'il a décidé de fonder, sans plan réel. Il avait bien sûr, comme très souvent dans les universités où il y a des jeunes qui sentent qu'ils représentent une nouvelle génération, et pas n'importe laquelle, c'est une génération qui est instruite, et qui souvent constate que peut-être leur société va brider leurs idées, et qu'ils pourraient jouer un rôle dans le changement de cette société. C'était un peu les idéaux de M. Weishaupt. Bien sûr, Weishaupt aujourd'hui serait considéré comme une sorte de gentil gauchiste illuminé. Il voulait laïciser l'enseignement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un système d'enseignement laïque. L'enseignement était tenu le plus souvent par les jésuites. D'ailleurs, Weishaupt a étudié chez les jésuites. Il y avait des initiatives locales, mais il n'y avait rien de systématique. Les riches pouvaient étudier, d'accord ? Les riches pouvaient ramener un prof qui allait enseigner leurs enfants. Les pauvres, eux, ils apprenaient les métiers de leurs parents quand ils étaient gamins. De sorte que, réellement, le système de classe était pratiquement un système de caste. C'était extrêmement figé. On ne passait pas comme cela d'une classe à l'autre. Et donc, Weishaupt, si vous voulez, avait voulu, il a été un peu loin dans sa tête, et il voulait abolir le droit de propriété, par exemple. Comme ça, les gens n'ont pas à se battre pour des biens matériels et tout ça. Et il voulait illuminer les gens. Les illuminer en faisant appel à d'anciens systèmes initiatiques où le savoir était communiqué par degrés après une initiation. Vous savez que dans l'ancien monde, ça s'est passé comme cela presque tout le temps. Pratiquement tous les métiers, tous les groupes de gens qui avaient accès à un savoir étaient organisés en confréries. On n'y rentrait pas comme ça, il fallait montrer patte blanche. Les gens étaient initiés et trahir le secret de la confrérie était payé par la mort en général. C'est un système qui a son intérêt, qui a aussi ses défauts. Il a fait que le savoir est resté figé parce que le peu de savoir qu'il possédait à l'époque, il le gardait jalousement, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère de partage, d'imprimerie, d'internet et tout ça. Nous avons peut-être du mal à nous sentir proches peut-être de cette mentalité. Toujours est-il que Weishaupt, sans plan précis, le 1er mai 1776, décide de lancer l'ordre des Illuminati, avec 5 de ses étudiants. Et leur devise, c'était liberté, égalité, fraternité. Quelques semaines plus tard, juste pour vous situer un peu sur l'échelle du monde, ce qui était en train de se passer, quelques semaines plus tard, en juillet, les États-Unis déclaraient leur indépendance. D'accord ? Donc ça vous permet de voir, ils n'ont pas influencé, les Illuminati n'ont pas influencé la révolution américaine, bien sûr, parce qu'ils ont été créés concomitamment à cette révolution-là, donc ils ne pouvaient pas l'influencer. Mais ils ont influencé d'autres révolutions. Alors, monsieur Weishaupt n'avait pas réellement de plan. Il voulait changer, mais comment changer ? Comment transformer ses idéaux en quelque chose de réel ? Ça, c'était autre chose. Alors, ce qui va réellement faire avancer les Illuminati, c'est le fait que l'année d'après, en 1777, Weishaupt va être initié à la franc-maçonnerie. Alors, il rentre à la franc-maçonnerie probablement avec une intention. L'intention, c'était d'aller chasser sur les terres de la franc-maçonnerie. Donc, il devient franc-maçon et immédiatement, il commence à networker, comme on dit aujourd'hui. Il commence à se lier de contacts. Et parmi les gens avec lesquels il va se lier, il y aura Ignaz von Born. Alors, ce von Born était quelqu'un de très, très important parce que c'était un métallurgiste, le scientifique littéralement officiel de l'Empire. Et il avait ses entrées à la... C'est un franc-maçon aussi. Et il avait ses entrées à la cour de Marie-Thérèse, qui était l'archiduchesse d'Autriche. L'archiduchesse, bon, c'est pas un titre qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez dire
une sorte de reine pour simplifier. Elle était le top de la pyramide, si vous voulez, en termes de pouvoir politique. Il va connaître aussi, alors von Born connaissait Mozart, je vais parler de Mozart, d'accord, c'était un ami de Mozart, parce que Mozart était franc-maçon, hein, il faut savoir ça, pour l'histoire. Et il va connaître aussi un certain von Knegel, qui est aussi quelqu'un d'important dans la franc-maçonnerie, qui va lui permettre d'aller chercher des gens encore plus importants. Donc, très rapidement, de 5 personnes, de 5 étudiants, l'ordre des Illuminati va très rapidement croître en taille pour inclure pratiquement énormément de décideurs, énormément de... pratiquement toutes les forces, on va dire libérales, que comptait l'Europe à l'époque, ont été impliquées à un moment donné dans les Illuminati, qui représentaient, si vous voulez, le groupe le plus extrême, la déclinaison la plus extrême, la plus littérale de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle Illuminati. Alors, à un moment donné, va naître une confusion entre la franc-maçonnerie et les Illuminati. Cette confusion dure jusqu'à aujourd'hui dans la tête de beaucoup de gens, mais elle est due au fait que beaucoup de francs-maçons sont devenus Illuminati. D'accord ? Et des Illuminati sont devenus francs-maçons. Et il y a eu, alors que la franc-maçonnerie n'est pas une société nécessairement secrète, alors que les Illuminati est une société qui l'est. Marie-Thérèse, l'archiduchesse d'Autriche, commençait un petit peu à paniquer. Elle avait peur, elle sentait le vinyle, elle sentait le soufre. Elle savait que les peuples européens étaient en train de se révolter. Et donc, elle a pensé à un moment donné que les francs-maçons allaient jouer un rôle là-dedans. Alors, il faut savoir que, vous voyez, c'est un peu cocasse parce que, par exemple, von Born avait ses entrées à la cour de Marie-Thérèse. En même temps, il était franc-maçon. Mais pire encore, Marie-Thérèse, à un moment donné, elle a attaqué. Elle a pris des soldats, des militaires, des flics et tout ça. Et elle attaque une loge maçonnique. Et pendant que les hommes sont en train de casser la porte de la loge, le propre fils de Marie-Thérèse, qui était franc-maçon, était en train de sauter par la fenêtre, était en train d'être évacué par la fenêtre. Donc vous voyez un peu cette situation de ces sociétés. Parce que, si vous voulez, pourquoi les hommes de pouvoir ou les femmes de pouvoir, dans ce cas-là, ont toujours eu peur des sociétés secrètes? Parce que, d'un côté, les gens au pouvoir aiment bien se réunir en secret, prendre des décisions, les considérer comme secret défense ou autre, alors que ces décisions vont affecter la vie de millions de gens, vont changer le cours de la vie, changer le mode de vie de plein de personnes. Et ils prennent ces décisions en secret. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas quand de la société civile naissent des sociétés qui ont des secrets également, et qui parfois prennent des décisions qui changeront le cours de la vie des dirigeants. Ça, ils n'aiment pas. Alors, ils deviennent parano par rapport à ce genre de société. Mais ce qui est étonnant, c'est que parfois, les dirigeants réussissent à transférer leur parano au peuple. Et parfois, le peuple commence lui-même à avoir peur de ces sociétés secrètes, comme si elles le concernaient. Enfin, les Illuminati n'existent pas aujourd'hui, je tiens à le dire juste au passage. Donc, toute personne qui dit un tel est un Illuminati, ou toute personne qui prétend être Illuminati, les deux vivent dans un monde de fantaisie. Hein. Ça n'existe plus, c'est fini cette histoire. Alors, que va-t-il se passer ? À un moment donné, les francs-maçons vont aider Weishaupt à structurer son ordre. Et il va créer 13 degrés qu'il va organiser en 3 grandes catégories de degrés. Alors, pour vous dire, comme les Illuminati ont une durée de vie relativement courte, je pense que l'histoire complète a duré peut-être 12, 13, 14 ans maximum, très peu de gens ont atteint les degrés les plus élevés. La majorité des Illuminati sont restés premier, deuxième, troisième degré. Très peu de gens ont réussi à évoluer parce que le système entier a été démantelé assez rapidement. Alors, j'aimerais vous parler de l'initiation Illuminati. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en ligne. J'aimerais partager avec vous ceci. Comment ça marchait. Ça me permet de vous montrer la mentalité, dans quelle mentalité s'inscrivaient les Illuminati. Alors, le candidat arrivait avec un testament en main. C'était un testament
C'est pas un testament philosophique ou autre, c'était un vrai testament. Un testament qu'il devait aller valider chez les autorités comme si il allait mourir. Donc il vient avec son testament en main. Il frappe à la porte de la loge Illuminati. Voilà, il frappe, il faut rentrer. Il est attaché, hein, il est lié, il a des chaînes au poignet. Le candidat n'est pas admis directement dans la loge, mais il est admis dans une sorte de succursale, dans une sorte de cabinet qui se trouve avant la loge elle-même, avant la loge Illuminati. Alors, dans ce cabinet-là, ou dans ce petit réduit, ou cet endroit, il y a un squelette humain entier, qui est là, assis ou accroché au mur, qui lui tient compagnie. Et il est seul avec ce squelette-là. Et cependant qu'il attend, il va entendre qu'on parle de lui à travers la porte, hein, il y a un porte, il y a un oui, hein, à travers de la porte, il va entendre qu'on est en train de parler de lui. Que dit-on de lui? Alors, il y a un dialogue, question-réponse, il y a quelqu'un qui pose des questions et un autre qui répond au sujet de ce candidat. Alors, je vous le lis, ça vous permet de comprendre la mentalité Illuminati. Qui nous a apporté cet esclave? Il est venu et il a frappé. Qu'est-ce qu'il veut? Il cherche la liberté. Il demande aussi que nous le libérions de ses chaînes. Pourquoi ne demande-t-il pas à ceux qui l'ont enchaîné? Ils ne veulent pas lui rendre sa liberté. Ils profitent de son esclavage. Qui l'a mis dans cette servitude? La société, l'État, l'école et la fausse religion. Et il veut casser son carcan pour devenir un renégat ou un rebelle? Non, il veut seulement se battre main dans la main avec nous contre la mauvaise utilisation des lois, la corruption de la morale et la désacralisation de la religion. Il veut que nous lui donnions la force d'atteindre ses nobles objectifs. Qu'est-ce qui nous garantit qu'une fois qu'on a mis la force entre ses mains, qu'il ne va pas en abuser, devenir un tyran, répandre plus de misère dans le monde? Son cœur et son esprit garantissent cela. Il a appris à conquérir ses passions. Il a exploré sa propre personne. Et nos supérieurs l'ont testé. Enfin, et ça continue ainsi. On lui pose des questions sur le squelette, entre autres. C'est seulement après qu'il est admis dans la loge Illuminati. Alors, ce point est très important. Parce que les Illuminati, même s'ils étaient craints à l'époque, n'ont jamais été des révolutionnaires avec un grand R. C'était plutôt des réformateurs. Ils étaient là pour réformer. La preuve, la société, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que l'homme est mis en esclavage, d'ailleurs c'est pareil jusqu'à maintenant, par la société, l'État, l'école et la fausse religion. Et très souvent, l'homme cherche à se libérer en allant chez d'autres. Hein. Mais en fait, ils vont continuer à lui garder ses chaînes. Pourquoi ils lui gardent ses chaînes? Par exemple, je vous donne un exemple. L'école lui met un carcan idéologique. Il va peut-être chercher la libération dans la religion. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la religion fait partie de ceux qui le maintiennent dans ce carcan. Mais pourquoi ils le maintiennent dans ce carcan? Ils ne veulent pas lui rendre sa liberté. Ils profitent de son esclavage. Justement, c'est ça le truc. Alors, nous sommes en plein Matrix. C'est-à-dire que, vu qu'ils profitent de l'esclavage de la personne, ils ne vont pas lui rendre sa liberté. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. D'accord? Ils ont intérêt, au contraire, à maintenir ce carcan-là. Donc, voilà un peu la mentalité Illuminati. Bien sûr, les choses vont très mal se passer parce que, si vous voulez, les révolutions vont éclater en Europe. La parano en Autriche va atteindre un tel point par rapport aux sociétés secrètes que la maçonnerie sera interdite, la franc-maçonnerie sera interdite par plusieurs lois. D'abord une loi qui interdit toute nouvelle loge, qui autorise que les loges déjà existantes. Et puis après, ça va aller crescendo, mais très rapidement. Les Illuminati et les sociétés secrètes seront interdites, les francs-maçons eux-mêmes seront interdits, et la punition sera sous peine de mort. D'accord? Ça sera sous peine de mort. Et la répression a été tellement forte que vers le début des années 1790, la franc-maçonnerie est totalement interdite. Et la prochaine fois qu'on verra une activité maçonnique en Autriche, ça sera en 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, juste pour vous situer. Donc pendant pratiquement un siècle et demi, il n'y a pas eu d'activité maçonnique en Autriche, suite à cette histoire des Illuminati, qui a créé une parano qui a rebondi, qui a eu beaucoup de rebondissements. On en a entendu parler, pas à notre époque, mais à cette époque-là. Même durant les élections américaines, à un moment donné, c'est sorti, où il y a eu,
je crois que c'est Jefferson ou Thomas Paine qui était accusé d'être un Illuminati. Juste pour vous dire à quel point on commençait à soupçonner les Illuminati d'être derrière tout, qu'ils soient derrière la chose ou pas. Marie-Thérèse, elle avait raison quelque part de paniquer pour son poste. Parce que elle va mourir de sa belle mort. Mais sa fille, Marie-Antoinette, sa fille finira décapitée dans le 8e arrondissement de Paris, à la place de la Concorde, qu'on appelait à l'époque la place de la Révolution. Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre, elle était la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, en fait, hein, l'archiduchesse d'Autriche. Donc c'est vrai que pour beaucoup de familles royales, la page de l'histoire était en train de tourner. Et donc, si vous voulez, pour finir, il y a eu un opéra, parce que M. Mozart, comme je vous ai dit, M. Mozart était franc-maçon. D'ailleurs, une fois à sa mort, sa veuve, le peu de... Je veux dire, c'était pas Johnny Hallyday non plus. Hein, je veux dire, à sa mort, il a laissé un peu d'argent qui était versé, des droits d'auteur, si vous voulez, qui étaient versés par les loges maçonniques qui jouaient sa musique. La musique qu'il a écrite spécialement pour ces loges. Mais par contre, un des chefs-d'œuvre de sa fin de vie, si vous voulez, c'était un opéra qui a été commandé conjointement et écrit conjointement par Mozart, les Illuminati et les francs-maçons. Et l'opéra persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la flûte magique. Alors, la flûte enchantée, en fait. Alors, en anglais, magic flute, c'est pour ça que j'ai dit magique. C'est la flûte enchantée. Et en fait, c'est un opéra en 2 actes, si vous voulez, avec énormément de symbolisme égyptien, venant de l'ancienne Égypte. Le symbolisme égyptien n'est pas un symbolisme maçonnique, mais c'est un symbolisme Illuminati. Les Illuminati étaient très intéressés par l'égyptologie. Et quand vous regardez l'opéra La Flûte Enchantée, vous allez voir qu'il réfère énormément à un culte ancien. C'est le culte d'Isis et d'Osiris, parce qu'il faut savoir que dans l'ancien... Avant le christianisme, hein, pratiquement pendant 2000 ans, il y a eu ce culte qui est venu d'Égypte, ou inspiré d'Égypte, et qu'on retrouve pratiquement chez les Grecs et chez les Romains, qui a influencé même le christianisme, parce qu'il y avait Madame Isis, hein, c'est une déesse, il y avait son mari, hein, qui est Monsieur Osiris, donc c'est le mari, c'est 2 divinités, et puis ils ont leur fils Horus, d'accord, mais bon, l'histoire de la naissance du fils est un peu bizarre, parce que Monsieur Osiris se fait tuer par son frère Seth. Pourquoi? Pour le pouvoir, classique jusque-là. Par contre, il y a un truc bizarre, c'est que il arrive à revenir à ressusciter en quelque sorte, imprégner sa femme Isis, qui va donner donc d'outre-tombe. Ne me demandez pas les détails, hein, ça peut devenir très scabreux. Qui va donner naissance donc à Horus. Et on retrouve cela centré dans l'opéra de la flûte enchantée. On retrouve des éléments de ce culte-là qui avait influencé le système de religieux en Europe pendant des siècles. Alors, Mozart, donc, il fait cet opéra qui a été interprété de différentes manières. Il y a le célèbre air de la Reine de la Nuit qui est extrêmement fâchée, qui appelle au meurtre et tout ça. Et ça, certains y voient Marie-Thérèse, hein, l'archiduchesse d'Autriche, qui avait attaqué une loge maçonnique. On retrouve aussi un autre air qui est chanté par Zarastro, qui est un personnage important dans cet opéra, un personnage central. Et en fait, cette personne, donc ce Zarastro, il chante. Je vais vous donner des liens de morceaux que vous choisis, que vous pouvez aller écouter si vous n'avez pas écouté tout l'opéra. Et en fait, il chante au sujet d'un certain enseignement, qu'on pardonnait à son ennemi, l'amour fraternel et tout ça. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, c'est assez brutal dans un opéra, mais ça vous dit un peu la mentalité qui régnait autour de cela. Alors je vous le dis en allemand, je vous le traduis, j'ai la traduction ici. Wenn solche Lehren nicht erfreuen, verdient nicht ein Mensch zu sein. Verdient nicht ein Mensch zu sein. Ça signifie que celui qui
n'apprécie pas cet enseignement, celui auquel cet enseignement ne plaît pas, n'a pas de plaisir à voir cet enseignement, ne mérite pas d'être appelé être humain, ne mérite pas d'être un être humain. D'accord? Verdient nicht ein Mensch zu sein. Donc, c'est un opéra qui, dans la première, aura lieu en 1791 au théâtre de M. Schickenheider. Alors, important pour cet opéra. M. Schickenheider possédait le théâtre ou l'opéra où a eu lieu la première. Il a participé à l'écriture de l'opéra. Pourquoi? Parce que Mozart a écrit la musique de l'opéra seulement. Le libretto, le texte, l'histoire, les personnages n'ont pas été élaborés par Mozart. Ils ont été élaborés, entre autres, par Schickenheider. Schickenheider était un franc-maçon. Et ils ont été aussi élaborés par M. von Born, Ignaz von Born, qui était un Illuminati et un franc-maçon et un ami de Mozart. Donc, c'est de là que vont venir les influences maçonniques, les influences Illuminati dans cet opéra. Alors, et cet opéra, aujourd'hui, il n'y a pas une célébration maçonnique de certaine taille sans que cet opéra ne soit joué. C'est pas possible. Alors, Monsieur Mozart va mourir pratiquement très peu de temps, quelques semaines après la première de l'opéra. La première de l'opéra a lieu en septembre 1791 et c'était un triomphe total. Quelques semaines plus tard, en décembre 1791, Monsieur Mozart meurt. D'ailleurs, il faisait très froid. Peu de gens ont suivi son cortège funéraire. Ceux qui étaient là, c'est ceux qui étaient payés pour être là, donc le prêtre, les fossoyeurs et tout ça. Et les autres gens qui ont tenté, ils ont été vaincus par le froid, ils sont revenus chez eux. De sorte que jusqu'à maintenant, je crois, on ne sait pas où il est enterré. On ne sait pas exactement l'endroit de sa tombe. Pour vous dire que depuis cette époque-là, enfin à cette époque, le phénomène people, le phénomène qui consiste à sacraliser les chanteurs et les musiciens et autres n'avait pas encore atteint le niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, voilà, les Illuminati ont été détruits, la franc-maçonnerie avait été interdite. L'opéra, ils ont tenté de le changer un peu. Hein. D'ailleurs, en français, je crois que en français, son titre évoque directement Isis et Osiris. Ils ont tenté de le changer et tout, mais ça n'a pas marché. Et finalement, il n'a pas été trouvé souhaitable ou possible de censurer cet opéra. Donc, ils l'ont gardé. Et vous voyez que très souvent, il y a des messages que s'ils étaient passés par une littérature sévère, ils auraient pu être censurés. D'accord ? Alors que de la musique, elle est très difficile à bloquer, très difficile à arrêter, surtout quand elle est populaire. Donc de sorte que Mozart est mort, mais son opéra a littéralement honoré les Illuminati. Et au-delà de cela, il leur a aussi donné leur titre de noblesse pour les siècles à venir. À bientôt, mes amis.